Durant 2 décennies, les avions à 3 moteurs semblaient être l'avenir de l'aviation. Le Boeing 727 régnait dans le ciel et les triréacteurs gros porteurs comme le McDonnell Douglas DC-10 et le Lockheed L-1011 TriStar ouvraient des routes long courrier interdites aux biréacteurs. Les compagnies aériennes ont littéralement investi des milliards dans ces avions et les passagers s'habituèrent à voir cet unique moteur fixé à la queue dans les aéroports du monde entier. Puis, presque du jour au lendemain, ils disparurent, détruits non pas par un seul facteur, mais par une parfaite tempête. Économie changeante, accidents tragiques et une surprenante nouvelle réglementation que personne n'avait vu venir. Voici l'histoire de l'extinction la plus rapide de l'histoire de l'aviation, et pourquoi être la solution parfaite aujourd'hui ne garantit pas de survivre demain. Pour comprendre ce qui s'est vraiment passé, il faut revenir aux années 1960. L'aviation était coincée dans un cadre réglementaire strict. Les normes étaient claires. Un avion bimoteur ne pouvait pas voler à plus de 60 minutes d'un aéroport adapté lors de vols au-dessus de l'eau. Traverser l'Atlantique en bimoteur? Impossible sans compromis sur les routes, ce qui impactait fortement l'économie. Les jets quadrimoteurs pouvaient voler partout, mais consommaient énormément et coûtaient une fortune à entretenir. Les compagnies aériennes cherchaient une solution capable d'atteindre de longues routes sans les coûts écrasants du 4 moteurs. La réponse semblait évidente, 3 moteurs. Du moins, c'était évident selon les règles de l'époque, qui allaient changer. L'Europe a bougé la première. Le Hawker Siddeley Trident a volé en 1962, ciblant les routes courtes européennes avec ses 3 moteurs arrière. Il est entré en service en 1964 chez BEA, un précurseur de British Airways. Mais l'Amérique voyait plus grand. Boeing a lancé le 727 en 1963 avec 80 commandes avant même le premier vol. 3 moteurs à l'arrière laissaient les ailes libres pour une meilleure aérodynamique. Ils pouvaient décoller sur des pistes courtes, un avantage que les quadrimoteurs n'avaient pas. La porte à escalier arrière emblématique du 727 permettait un embarquement rapide dans les aéroports plus petits, très apprécié des passagers et des équipages. Le 727, c'était le couteau suisse de l'aviation. À la fin de sa production, 1832 avions étaient fabriqués. Durant des années, c'était l'appareil le plus vendu de l'histoire. Puis arriva le vrai bouleversement. Le McDonnell Douglas DC-10 en 1970. Premier triréacteur à fuselage large capable de traverser les océans avec environ 270 passagers en configuration standard, tout en respectant toutes les règles ETOPS. Des compagnies comme American Airlines, Continental Airlines et United Airlines en ont passé de grosses commandes. Voici un avion qui réglait le plus gros casse-tête réglementaire de l'aviation tout en rapportant gros. Sur le marché des triréacteurs larges, Lockheed a répondu avec le L-1011 TriStar en 1972. Atterrissage automatique, gestion de descente automatisée, le paquet avionique le plus avancé jamais installé sur un avion commercial. À la moitié des années 70, les triréacteurs dominaient le ciel, mais les choses allaient bientôt tourner au vinaigre. Avant d'en arriver là, il faut comprendre pourquoi les triréacteurs séduisaient autant les compagnies. Le moteur caractéristique monté sur la queue du DC-10 est devenu un classique pour les passionnés d'avions, symbole du design audacieux du triréacteur. Les avantages en performance semblaient importants. Des rapports poussée-poids plus élevés offraient de meilleures performances au décollage sur des pistes plus courtes. Les DC-10 et L-1011 pouvaient desservir des routes longue distance moins fréquentées où un 747 n'aurait jamais eu de sens. Les triréacteurs gros porteurs ont révolutionné le vol international. Au lieu d'avoir besoin d'environ 400 à 500 passagers pour être rentables, les compagnies pouvaient faire marcher un DC-10 de 250 places facilement. KLM utilisait les DC-10 pour relier Amsterdam à des destinations où un 747 n'aurait jamais pu opérer. American Airlines a construit son expansion pacifique autour de cet avion. TWA a fait du L-1011 sa colonne vertébrale internationale. L'économie semblait évidente. Moins cher que les quadriréacteurs, plus performant que les bimoteurs, conforme aux règles ETOPS. L'homogénéité de la flotte signifiait moins de frais de formation et une gestion plus simple des équipages. Un seul type d'avion pouvait assurer aussi bien les routes domestiques à forte affluence que les longues distances internationales. Durant 2 décennies, les 3 moteurs étaient l'avenir de l'aviation. Les compagnies en commandèrent à tour de bras. Mais des signes d'alerte apparaissaient que personne ne voulait voir. Et ces signes portaient des noms. Les années 1970 ont apporté des défis que les concepteurs de triréacteurs n'avaient jamais imaginés.
Les crises pétrolières de 1973 et 1979 ont fait exploser les prix du carburant. Du jour au lendemain, l'efficacité est devenue plus importante que le simple respect des règles. Puis sont survenus les accidents qui ont brisé à jamais la confiance du public, du moins envers le DC-10. 3 mars 1974. Vol 981 de Turkish Airlines. La porte de soute d'un DC-10 lâche en plein vol, provoquant l'effondrement du plancher et la coupure des commandes de vol. 346 personnes ont péri. Le système de verrouillage de la porte de soute était fondamentalement défaillant, paraissant sûr alors qu'il ne l'était pas. 25 mai 1979. Vol 191 d'American Airlines. Le moteur d'un DC-10 se détache au décollage de Chicago O'Hare. L'appareil bascule sur le dos et s'écrase, faisant 273 victimes. La fatigue du métal au niveau des fixations sur le pylône et des procédures d'entretien erronées ont causé cette défaillance catastrophique. Toute la flotte de DC-10 a été clouée au sol durant 37 jours, un coup dur pour la réputation, même si des corrections furent apportées. Le DC-10 est devenu le cercueil volant aux yeux des médias, et l'opinion publique ne s'en est jamais remise. Le L1011 a rencontré d'autres problèmes tout aussi dévastateurs. Rolls-Royce fit faillite et fut sauvé par le gouvernement britannique durant le développement du moteur RB211, causant d'énormes retards et dépassements de coûts. Les plannings de livraison furent chamboulés. Lorsque le TriStar entra enfin en service, le DC-10 avait déjà capté la majorité du marché. Lockheed n'a jamais récupéré ses frais de développement et a finalement quitté l'aviation commerciale. Mais ces revers n'étaient pas la vraie menace. Le vrai danger se profilait en coulisses, une nouvelle génération de moteurs qui allait supprimer la raison même de l'existence des triréacteurs. La complexité de leur conception devenait aussi un handicap. Les moteurs arrière montés au centre étaient difficiles à entretenir. Leur accès nécessitait un matériel spécialisé, entraînant de très longues périodes d'immobilisation. Les coûts d'exploitation dépassaient toutes les prévisions. En 1974, Airbus et Air France ont lancé l'A300 en service commercial, le premier bimoteur large fuselage d'Europe promettant 30% d'économie de carburant par rapport au triréacteur. Boeing a répondu avec le programme 767 en 1978, la machine entrant en service chez United Airlines en 1982. L'évidence sautait aux yeux. Mais il restait cette règle des 60 minutes qui interdisait aux bimoteurs de traverser l'Atlantique. Cette protection était sur le point de disparaître, emportée par un changement radical. Et lorsque ce serait fait, les triréacteurs passeraient de maîtres du ciel à obsolètes en un temps record. Les opérations à double moteur à longue portée, ou ETOPS, cette réglementation qui a fait disparaître une catégorie entière d'avions, est arrivée en 1985, brisant d'un coup la suprématie des triréacteurs. ETOPS a commencé avec une approbation de 120 minutes permettant aux avions bimoteurs de voler jusqu'à 120 minutes de l'aéroport approprié le plus proche. Cela a ouvert la plupart des routes transatlantiques aux bimoteurs. Les triréacteurs ont perdu leur principal avantage concurrentiel du jour au lendemain. Le Boeing 767 et l'Airbus A300, plus économes en carburant, ont supplanté les triréacteurs, marquant un tournant dans la rivalité entre constructeurs qui a redessiné l'aviation. Les compagnies ont rapidement fait leurs calculs. Un bimoteur consomme moins de carburant qu'un triréacteur avec une charge passager similaire, demande moins de maintenance et nécessite moins d'équipage. Les commandes de triréacteurs ont brutalement chuté à mesure que les compagnies se tournaient vers le 767 et l'A300. Mais la production de nouveaux triréacteurs n'a pas totalement cessé. ETOPS n'en est pas resté à 120 minutes. La réglementation s'est rapidement élargie. 180 minutes dès 1988, couvrant pratiquement toutes les routes commerciales mondiales. Puis 330 minutes pour les bimoteurs les plus fiables. La raison d'être des triréacteurs s'était complètement effondrée. Les moteurs des bimoteurs modernes n'étaient pas seulement plus économes, ils étaient incroyablement fiables. La norme actuelle d'ETOPS 180 requiert seulement 0,02 arrêts moteur pour 1000 heures de vol. Les bimoteurs devenaient même plus sûrs que les anciens triréacteurs. Avec des bimoteurs, les compagnies pouvaient desservir toutes les routes du monde. Qui voudrait encore choisir 3 moteurs? Personne. Et ils ne l'ont pas fait. Ce qui s'est passé ensuite a choqué toute l'industrie. Ce qui a mis 20 ans à se construire a disparu en moins d'une décennie. Le Boeing 727, qui fut autrefois l'avion commercial le plus vendu au monde, semblait soudainement dépassé. Les compagnies aériennes qui remplaçaient leur flotte vieillissante ont choisi les nouvelles familles Boeing 737 et Airbus A320. Même capacité, mais une efficacité carburant bien meilleure et des coûts d'exploitation plus bas.
Delta a exploité 191 Boeing 727 durant plus de 30 ans, mais dès les années 2000, même Delta a retiré sa flotte de triréacteurs pour des modèles plus efficaces. Les triréacteurs long courrier ont disparu encore plus vite. Les 446 DC-10 et 250L 1011 ont rapidement été remplacés par des 767, 777 et A330. Les économies de carburant étaient énormes, parfois supérieures à 40%. Le service passager sur DC-10 a pris fin au début ou au milieu des années 2000, quelques exceptions mises à part. Le L1011 a été retiré encore plus tôt à cause de sa flotte plus petite, des coûts élevés et du manque de pièces. McDonnell Douglas a tenté une ultime tentative désespérée pour sauver le concept. Le MD-11, lancé en 1990, était présenté comme un remplaçant long courrier efficace du DC-10 vieillissant. Ce fut un échec retentissant. Le MD-11 peinait à atteindre ses performances, notamment en termes d'efficacité carburant et d'autonomie dans des conditions difficiles. Le Boeing 777, entré en service en 1995, le dépassait en économie de carburant, en portée, en capacité, avec seulement 2 moteurs. Seulement 200 versions passagers du MD-11 ont été construites avant que le programme ne soit limité au cargo. Mais les triréacteurs ont trouvé un salut inattendu. Des transporteurs cargo comme FedEx, UPS ou Lufthansa Cargo ont acheté des DC-10 et MD-11 neufs et d'occasion à prix cassé. Dans le cargo, la capacité de charge prime sur l'efficacité carburant par passager. Encore aujourd'hui, les MD-11 cargo restent une image familière dans les grands hubs de fret à travers le monde. À la fin des années 2000, les triréacteurs avaient presque disparu du service passager. La rapidité de cette disparition a surpris beaucoup dans l'aviation. Mais pour les compagnies attentives, c'était écrit depuis des années. L'effondrement du triréacteur a clairement distingué les gagnants des perdants parmi les compagnies aériennes mondiales. American Airlines, grand utilisateur du DC-10, a été un des premiers à adopter le Boeing 767, transférant rapidement ses vols transatlantiques vers ce bimoteur plus efficace. Cela leur a donné un énorme avantage en coût face à des concurrents encore piégés avec leurs triréacteurs gourmands en carburant. Même trajet, coût d'exploitation réduit de 30%. United Airlines a suivi une voie similaire, remplaçant leur grande flotte de DC-10 par des 767 puis des 777. Les économies de carburant étaient colossales et leur ont permis de traverser les turbulences du secteur. A l'inverse, d'autres comme Pan Am ont peiné, avec des flottes coûteuses, leur dépendance aux triréacteurs et quadriréacteurs, les conduisant à la faillite au début des années 90. La transformation de Delta fut encore plus spectaculaire. L'ancienne structure du réseau basée sur des 727 et L1011 s'est rapidement convertie aux 767 puis aux A330 pour les vols long courriers. Les compagnies européennes comme Iberia, grand utilisateur de DC-10, ont effectué des transitions similaires vers des flottes bimoteurs. Ces gains d'efficacité furent cruciaux face à la concurrence croissante en Europe. Mais certaines compagnies ont été totalement prises de court. Celles qui avaient massivement investi dans des flottes triréacteurs se sont retrouvées avec des avions très coûteux et peu efficaces juste au moment où les prix du carburant explosaient. Beaucoup de petites compagnies n'ont pas pu assumer les coûts de transition et ont dû se retirer du marché. L'écart concurrentiel était tout simplement trop grand. La leçon est cruelle. Les compagnies qui ont su capter tôt la tendance à l'efficacité et s'adapter en conséquence ont gagné des avantages compétitifs durables sur des décennies. Dans l'aviation commerciale, être à la traîne technologiquement n'est pas juste coûteux, c'est souvent fatal. Malgré leur extinction rapide, les triréacteurs ont laissé une marque indélébile dans l'aviation. Leurs innovations technologiques étaient révolutionnaires. Le L1011 a été pionnier en matière d'atterrissage automatique, de systèmes de contrôle automatisé de la descente et de gestion de vol avancé que tous les avions modernes utilisent aujourd'hui. Le cockpit ultra moderne du L1011, avec ses systèmes automatisés comme l'atterrissage automatique, a fixé une nouvelle norme en technologie aéronautique. Ces systèmes n'étaient pas juste pratiques, ils sont devenus la base de l'automatisation moderne en aviation. L'ère des triréacteurs a aussi provoqué des avancées majeures en matière de sécurité. Les accidents du DC-10 ont entraîné des révisions importantes des normes de certification, des standards de conception des porte-cargos et aussi des systèmes de fixation des moteurs. Les avions d'aujourd'hui sont bien plus sûrs grâce à ces enseignements issus des erreurs du DC-10. Les nouvelles exigences en redondance, des standards structurels améliorés et de meilleures procédures d'urgence trouvent leur origine dans ces drames. Mais cette avancée en sécurité a eu un prix terrible.
La réputation du DC-10 ne s'est jamais vraiment remise de ses premiers accidents, même après correction des problèmes. Sur le plan culturel, les triréacteurs incarnent la romance de l'âge du jet. Le 727, avec sa configuration unique à 3 moteurs arrière et sa capacité à opérer depuis des aéroports difficiles, a su conquérir pilotes et passagers du monde entier. Beaucoup d'amateurs d'aviation le considèrent encore comme l'avion commercial le plus beau jamais construit. Cette silhouette unique, avec ses 3 moteurs regroupés à l'arrière, était immédiatement reconnaissable partout dans le monde. Les DC-10 et L-1011 ont ouvert les voyages internationaux à des millions de passagers. Ces avions ont rendu abordable et accessible le vol transatlantique reliant des villes jamais desservies directement auparavant. Pour les passionnés d'avions et les historiens de l'aviation, les triréacteurs occupent une place particulière. Alors, pourquoi les triréacteurs étaient-ils l'avenir jusqu'à ne finalement plus l'être? Avec du recul, les indices étaient là depuis le début. Crise pétrolière, maintenance compliquée, confiance fragile et aussi des réglementations jamais figées. Tous ensemble, ils ont scellé le destin de l'ère à 3 moteurs. Hey, before you go, the YouTube algorithm thinks you're going to like this video next, so why not check it out?